Normalement, c'est bon. Voilà, donc là, ça enregistre. Je vais vous partager du coup le diapo. Hop. Voilà, donc c'est parti pour ce webinaire sur la transition écologique dans la restauration. Ce que je vous propose, c'est donc on a un chat là, vos micros et caméras sont automatiquement coupés hein, sur le mode webinaire de Teams. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions dans le chat et on prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre si besoin. Donc rapidement pour présenter OID Consultant, hein, donc l'entreprise de laquelle je fais partie. Donc on est 11 experts dans la gestion environnementale, donc énergie, déchets et carbone. On intervient globalement sur toute la France et l'Europe. On est indépendant de tout prestataire, ça c'est vraiment important pour nous. Toutes les solutions qu'on propose. Euh, alors, il va falloir que, par contre, je vais faire en sorte que les gens puissent rentrer tout seuls, parce que sinon, je sais pas comment faire ça, gérer la situation. Ouais, non, d'accord. Voilà, normalement, j'ai plus à gérer la file d'attente, donc on va pouvoir démarrer pour de vrai. Et merci Stéphane pour le test son. Donc on a, comme je disais, on est indépendant de tout prestataire, hein, donc toutes les solutions qu'on propose dans nos études sont vraiment celles qui sont les meilleures selon nous. Euh, et donc globalement, on a beaucoup de références dans des projets de gestion des déchets et d'énergie, notamment dans la restauration, avec du coup des restaurants du groupe Bertrand qui ont été accompagnés, donc le groupe Léon et le groupe Au Bureau. Le groupe Trois Brasseurs aussi, qu'on a accompagné sur un diagnostic ADEME énergie, déchets, eau et perte matière. On a le groupe MoMA avec deux restaurants du coup qui ont été aussi accompagnés sur le direct au flux de la BPI. Et une cafétéria Crescendo aussi qui a été accompagnée sur un diagnostic énergie déchets. Et le restaurant Lille qui fait aussi partie du groupe Bertrand. Donc je vous ai remis aussi mes contacts hein, pour que vous puissiez me contacter après le webinaire si jamais vous avez des questions ou vous voulez approfondir un sujet en particulier. Au niveau du plan du webinaire, donc sur les objectifs, c'est vraiment d'avoir une approche terrain de la transition énergétique et écologique dans la restauration. Mon collègue Louis Dupont avait déjà fait un webinaire sur la transition écologique dans l'hôtellerie et la restauration. C'était une approche assez macro sur des conseils de comment lancer la transition. Là, on va vraiment avoir une approche terrain sur comment ça fonctionne dans un restaurant et comment on peut être efficace et performant en termes d'environnement dans un restaurant. Et donc, l'idée, ça va être de balayer des préconisations par flux, donc en passant par les énergies, l'eau et les déchets. Au niveau du plan, on rappellera assez rapidement le contexte que vous connaissez tous, hein, qui est assez défavorable aujourd'hui sur les énergies, l'eau, etc. Après, du coup, on aura une partie sur comment optimiser ses principaux postes de consommation d'énergie, une partie sur comment diminuer sa consommation d'eau, une partie du coup sur les déchets, donc pour les réduire à la source et valoriser au maximum tout ce qu'on produit. Et derrière, à la fin, une ouverture sur les achats responsables, puisque c'est quand même une partie aussi assez importante dans un restaurant. Donc au niveau du contexte, on a un contexte qui est quand même assez favorable en ce moment aux économies et à la sobriété. J'essaie d'être un peu positif. On a malheureusement des coûts de l'énergie qui augmentent beaucoup et des efforts qui sont demandés aux entreprises par le gouvernement. Donc ça donne forcément envie et ça transmet la volonté d'être meilleur, d'être plus performant sur ce sujet-là. On a eu des épisodes de sécheresse cet été qui ont été assez fréquents et violents, qui laissent peut-être entrevoir des possibles restrictions à venir sur les consommations d'eau. Donc ça va aussi être un sujet important à venir. La hausse des coûts de l'énergie, malheureusement, se répercute sur les coûts de gestion des déchets et d'achat des matières premières, hein. Il y a en plus de ça aussi une inflation globale de tous les prix. Globalement, sur les déchets, ça va surtout se jouer sur les collectes, puisque les collectes sont effectuées en camion avec l'essence qui augmente, et donc du coup, forcément, c'est très lié. Et vous avez aussi, du coup, dans les restaurants, une clientèle qui est de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux, qui vont faire attention à la carte que vous proposez, etc., à comment tout est piloté chez vous.
Donc la première partie sur l'optimisation des principaux postes de consommation d'énergie. Donc pour rappel, hein, les principaux postes énergivores dans un restaurant, donc la cuisine évidemment, hein, on a des fours, des plaques de cuisson. Tout ce qui sert à la cuisson va forcément consommer de l'énergie puisqu'on aura besoin de chaleur. Les machines à laver, s'il y en a, consomment aussi beaucoup d'énergie. Donc il y a de l'eau à chauffer, à brasser, etc. Donc il y a tout un système de lavage qui va consommer de l'énergie. Les frigos aussi, évidemment, qui consomment aussi beaucoup, puisqu'ils fonctionnent aussi H24. Tous les systèmes de climatisation et chauffage de la salle qui vont consommer beaucoup, c'est quand même généralement des volumes assez importants à chauffer ou refroidir en fonction de la saison. Tout ce qui est ventilation, hein, puisque dans des établissements recevant du public, il y a des normes sanitaires à respecter. Donc que ce soit en salle, en cuisine ou via les hôtes, il y a forcément de la ventilation dans beaucoup de parties d'un restaurant. Donc ça, c'est quelque chose qui va consommer aussi et qui va consommer aussi H24. En termes de production de froid, il y a quasiment dans tous les restaurants aussi du coup des chambres froides négatives et positives qui vont consommer du coup pareil H24 hein, du coup pour conserver les aliments. Il y a la production d'eau chaude sanitaire, donc à la fois pour la machine à laver, mais aussi pour la préparation, le nettoyage, l'eau chaude qui peut être utilisée aussi pour les clients quand ils vont se laver les mains, etc. Donc ça, c'est un poste aussi important. Et l'éclairage, puisque c'est toujours mieux d'y voir clair quand on mange au restaurant, de bien voir clair ce qu'on a dans son assiette. Donc forcément, c'est aussi un poste qui est assez énergivore dans les restaurants. Un premier conseil assez global sur la transition énergétique dans un restaurant, ce serait de passer déjà le maximum d'usage à l'électrique. Tout ça pour abandonner les énergies fossiles. Donc sur le chauffage, ce sera privilégier les pompes à chaleur, contrairement aux chaudières gaz ou qu'on peut voir sur le côté, ou aux chaudières fuel, qui sont du coup même encore plus souvent encore plus vétustes et malheureusement plus émettrices de gaz à effet de serre. En cuisine, on favorisera les fours électriques et les plaques à induction qui sont plus efficaces et du coup qui utilisent une énergie moins carbonée que des plaques au gaz ou des fours au gaz. On parle aussi des fois de fours charbon, charbon de bois, de fours au bois. Ça, c'est pareil, ça va être quand même, même si c'est dans un cycle naturel du carbone, ça va quand même émettre beaucoup puisque la combustion est assez imparfaite. Donc, il y aura quand même des émissions et des particules fines. Donc, on va quand même privilégier l'électrique sur les équipements de cuisson en cuisine. Sur la production d'eau chaude, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a les ballons d'eau chaude électrique traditionnels, hein, entre guillemets, avec du coup une résistance qui va chauffer le volume du ballon. Les ballons d'eau chaude thermodynamiques qui vont du coup utiliser le même système que la pompe à chaleur, hein, du coup se servir à la fois de l'électricité et de la source froide, du coup de la chaleur d'une source, enfin de la fraîcheur d'une source froide pour réchauffer l'eau qui est dans le ballon ou au solaire thermique, du coup, qui, par exemple, dispositionné disposé en toiture, pardon, récupérer de la chaleur du soleil et ensuite, par échange thermique, la restituer dans le ballon d'eau chaude pour chauffer son volume. Donc voilà, différentes options hein, pour se passer des énergies fossiles dans un restaurant. Donc ça, c'est un conseil assez global. Un autre conseil assez global, c'est au niveau du pilotage de la consommation. Donc sur ce pilotage-là, il y a différents niveaux de finesse, hein. Le premier niveau, ce serait déjà donc sur la base des factures de suivre la consommation des énergies, donc, que ce soit électricité, gaz, fuel, en fonction du nombre de couverts. Globalement, c'est assez lié. Euh, donc là, globalement, voilà, un tableau de reporting par mois, ce serait vraiment le premier niveau de suivi donc, en termes de pilotage de la consommation d'énergie. En niveau 2, ce serait d'installer des sous-compteurs et de permettre d'isoler justement les différents usages cités précédemment pour avoir un pilotage un peu plus fin. Typiquement, l'éclairage, que le restaurant soit rempli ou pas, s'il n'y a pas forcément de zonage des interrupteurs, on va pas forcément voir de différence en fonction du nombre de couverts. Alors qu'en cuisine, on va forcément en voir beaucoup plus, puisqu'on va préparer plus de plats si on a plus de clients. Donc là, ça permettra justement d'avoir des indicateurs de performance plus précis. Mais du coup, il faudra relever manuellement ces sous-compteurs, sauf si on passe au niveau 3, du coup, avec un télérelevage de ces sous-compteurs-là.
qui permettrait justement de suivre les consommations en direct avec des indicateurs de performance en direct aussi, via une plateforme de visualisation de ces données-là sur Internet. Donc ça, c'est des choses qui existent et voilà, qui donnent trois niveaux différents de finesse dans le pilotage. Donc après, tout dépend aussi entre guillemets, du budget que vous avez à mettre dans ce pilotage, du temps aussi, évidemment, et de l'envie que vous avez de piloter ces consommations-là. En cuisine, maintenant, on va faire un petit peu des focus sur les différents usages qu'on a cités auparavant. En cuisine, il y a deux choses qui sont assez intéressantes pour essayer de réduire les consommations. Ce qui se voit beaucoup dans certaines chaînes de restaurants, même dans des restaurants indépendants, c'est d'avoir une charte d'allumage et d'extinction des appareils. Donc, par exemple, on va dire, voilà, telle heure, quand on va commander, on va allumer le four, on va allumer les plaques. Plaque à induction, globalement, c'est assez simple puisqu'elle s'allume uniquement que s'il y a un élément métallique qui est posé dessus. Mais disons que cadrer les consignes d'allumage, ça permet vraiment de sensibiliser le personnel, d'éviter les dérives, d'éviter les oublis aussi. Voilà, ça donne l'impression que le restaurant s'y intéresse. Donc forcément, le personnel va se sentir attiré dans la démarche. Donc voilà, ça peut être intéressant. Globalement, si la charte suffit pas, on peut aussi équiper les équipements utilisés occasionnellement de minuterie. Par exemple, je sais pas, des toasters, des gaufrières, des choses comme ça qui marcheraient pas forcément en permanence, contrairement à des fours ou des plaques de cuisson qui peuvent fonctionner pendant tout un service. Sur ces équipements-là, une minuterie, ça peut être pas mal bénéfique puisqu'on aurait du coup une extinction automatique au bout d'un certain temps d'utilisation qui permettrait justement d'éviter le gaspillage en cas d'oubli, sachant qu'on sait que pendant les services en cuisine, c'est forcément un peu le rush. Donc voilà, ça permet d'éviter ça, de soulager aussi un peu la pression sur les gens qui travaillent en cuisine et d'avoir malgré tout un pilotage assez fin de l'extinction des équipements. Sur chauffage, climatisation, donc déjà, une première chose, ça peut être un pilotage automatique, donc avec un allumage à l'heure d'ouverture du restaurant, donc quand le personnel arrive, voire une heure avant, hein, si vraiment il y a besoin d'un confort pour le personnel. Et du coup, derrière une coupure à l'heure de fermeture du restaurant, avec un réduit qui peut être mis sur la salle hors des heures de service, puisqu'on n'a pas forcément besoin de chauffer ou de climatiser à fond quand les clients ne sont pas là. Alors évidemment, c'est plus compliqué que piloter dans des bureaux du chauffage et de la clim, hein, puisqu'il y a tout un problème de confort clientèle. Donc évidemment, on va pas vous dire de couper tout chauffage et toute climatisation. Ce serait pas possible. Mais voilà, c'est juste pour rappeler un peu les conseils globaux sur ces équipements-là. Souvent, voilà, quand on a des cassettes comme on peut le voir sur la droite, on peut piloter automatiquement les clims. L'idée, c'est aussi si on a plusieurs rooftops qui mènent sur la même salle, c'est aussi de pouvoir les coordonner en fait et de ne pas avoir des températures différentes en fonction des endroits de la salle, ce qui serait pas forcément très logique puisqu'on n'a pas forcément, enfin, on n'a pas besoin de différence de température en fonction de différents endroits de la salle, en fonction des gens qui y mangent. Et donc, juste pour rappeler les conseils de l'ADEME en termes de consigne de température, hein, en chauffage, donc l'ADEME préconise 21 degrés, sachant que donc, si vous êtes à 22 en chauffage, et que vous baissez à 21, globalement, en moyenne, on économise 7% de consommation sur le chauffage. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, surtout si on additionne ces degrés. Et en climatisation, du coup, on serait donc sur 25 degrés, euh, qui serait vraiment une limite haute à pas vraiment dépasser. Mais donc voilà, après, évidemment, il y a toujours le problème de confort clientèle. Et là, du coup, globalement, sur l'économie pour un degré en plus, on passait de 24 à 25, par exemple, on économise 5% de consommation sur la climatisation. Euh, un autre poste du coup qui est assez énergivore, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est ventilation, aspiration. Là, quelque chose qui est très pratique, c'est d'avoir des variateurs de vitesse pour que globalement la ventilation, l'aspiration s'adaptent aux besoins réels. Donc, par exemple, en salle, on peut asservir la puissance de la ventilation par rapport au CO2 qui est présent dans l'air, qui permet du coup d'avoir vraiment un renouvellement précis et vraiment adapté aux besoins vraiment de la salle. Euh, Au niveau des hottes, quelque chose qui peut se faire aussi, qui est intéressant, c'est de pouvoir couper tout ou partie des hottes. Donc, par exemple, sur le côté, là, on peut voir une photo de 4 hottes
qui, globalement, quand on presse le bouton on, s'allume en même temps. Le problème, c'est qu'on cuisine pas forcément sur les 4 postes à la fois. Là, l'idée, c'est de pouvoir justement couper 3 sur 4, 2 sur 4, 1 sur 4, et d'avoir le variateur de vitesse qui adapte le moteur à la puissance de 3, de 1 hotte pour pouvoir consommer moins justement sur ce poste-là. Globalement, pour donner un ordre de grandeur, hein, sur des variateurs de vitesse, on est sur 20% d'économie sur le poste de consommation. Donc ça, c'est un ordre de grandeur pour tout, enfin, qui marche un peu pour tous les moteurs. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même. C'est toujours mieux que de consommer toujours la puissance totale du moteur en permanence si on n'a pas besoin. Un autre poste assez important, hein, c'est la production de froid. On l'a dit, c'est un poste qui consomme vraiment en permanence, hein, que ce soit le week-end, que ce soit lorsque le restaurant est fermé la nuit, etc. Donc là, globalement, première chose, c'est de bien régler les consignes de température. Euh, Donc, bah, au sein d'un groupe, par exemple, on peut challenger les restaurants entre eux pour voir pourquoi certains peuvent baisser la température jusqu'à un certain point et enfin monter plutôt la température jusqu'à un certain point et pas les autres. Tout en rappelant hein, que du coup, voilà, sur le froid, 5% de consommation gagnée par degré en plus. Donc c'est toujours important. Quelque chose qui est aussi tout bête, hein, mais important, c'est la sensibilisation à la fermeture des chambres froides. Au moment des livraisons, souvent, on a des allées et venues dans les chambres froides. Sur du négatif, on voit parfois quand même des gains de 10 degrés dans la chambre, hein. On peut passer de -20 à -10 lors des livraisons. Donc là, l'important, c'est vraiment de fermer la porte, même si on sait qu'on va y revenir dans 5 minutes. Ça permet quand même de garder beaucoup plus la fraîcheur et du coup, derrière, d'éviter un pic de consommation une fois que la livraison sera finie, et voire même pendant la livraison, puisque bah, globalement, quand la porte est ouverte, on rafraîchit tout le restaurant. Euh, Au niveau des congélateurs et même du coup des évaporateurs qui se situent à l'intérieur des chambres froides, c'est important de penser au dégivrage. On ne penserait pas, mais voilà, 3 mm de givre, c'est vraiment 30% de consommation en plus pour un congélateur. Pour une chambre froide, on n'a pas forcément l'ordre de grandeur, mais pour un congélateur, ça donne un peu une idée de la perte, hein, parce que globalement, ça crée un isolant à l'intérieur et du coup, ça refroidit moins bien. Donc voilà, donc ça c'est important, toujours enfin, essayer de dégivrer assez régulièrement les congélateurs pour avoir ce gain-là. Un petit point aussi sur la récupération de chaleur. Donc les groupes froids, globalement, pour faire du froid, ils se servent, ils rejettent de la chaleur à l'extérieur qu'ils enlèvent dans la chambre froide. Cette chaleur-là, qu'on va du coup rejeter à l'extérieur bien souvent, on peut la récupérer pour la réinjecter via un échangeur, soit dans le ballon d'eau chaude sanitaire, soit directement sur le raccordé au chauffage pour chauffer la salle en hiver. Donc là, voilà, c'est assez intéressant. C'est de la chaleur fatale, entre guillemets, puisqu'elle serait perdue si on la récupérait pas. Donc c'est toujours intéressant de récupérer la chaleur fatale pour faire des économies et se servir de ce qui est produit directement par les équipements qu'on utilise. Et globalement, juste un petit point d'attention sur les fluides frigorigènes. Donc il y en a beaucoup qui sont interdits. J'ai pas la liste en tête précise. Mais voilà, il faut faire bien attention à ça, puisque les prestataires de maintenance des groupes froids font pas forcément la transition. Du coup, voilà, il faut bien faire attention à ceux qui sont interdits, ceux qui vont être interdits, pouvoir l'anticiper justement de s'il y a besoin d'un changement de machine, de le savoir et prévoir l'investissement en conséquence. Euh, et globalement, actuellement, sur les groupes froids les moins, enfin, qui ont les fluides frigorigènes les moins dangereux pour l'environnement, on est sur les groupes froids au CO2. Donc voilà, si jamais à un moment donné vous voulez changer vos groupes froids, sachez que c'est la solution la plus aujourd'hui la moins impactante donc pour l'environnement et qui est aussi très efficace. Donc elle a tous ces mérites-là. Sur l'éclairage, donc éclairage qui est un point quand même assez important, hein, puisqu'on a tout ce qui est éclairage d'ambiance en salle, donc éclairage d'ambiance et éclairage de confort et de besoin. Pareil en cuisine. Donc là, globalement, l'idée c'est de privilégier au maximum les LED, donc de changer les néons qu'on peut voir en haut à droite par exemple, au fur et à mesure par des LED pour,
Bah, pour déjà ne pas envoyer à la poubelle tous les néons que vous avez d'un coup, ça ce serait dommage. Autant garder quand même des équipements qui fonctionnent. Mais du coup, voilà, de faire la transition vers les LED petit à petit globalement. Les LED, hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est donc par rapport au néon, c'est 60% de consommation en moins. Il y a aussi un gros gain en termes de maintenance, puisque du coup, c'est des équipements qui tiennent plus longtemps dans le temps. Euh, et, euh, et voilà, globalement, il y a quand même pas mal d'avantages, donc c'est pas mal de faire la transition vers cette technologie-là. On peut aussi installer de la détection de présence, donc notamment dans les zones de passage, donc tout ce qui va être sanitaire client, sanitaire personnel, couloir, vestiaire. Ça, c'est malheureusement des zones qui restent parfois allumées pour rien. Donc du coup, ça, voilà, c'est intéressant d'avoir de la détection de présence pour que ça puisse s'éteindre au bout d'un moment si personne n'y passe. Détection de luminosité extérieure aussi, ça peut être intéressant, donc notamment sur les LED, parce que les LED ont un potentiel d'adaptation de leur intensité si on y ajoute un asservissement. Donc là, du coup, c'est intéressant, on peut s'adapter directement à la luminosité extérieure pour avoir la puissance nécessaire en intérieur en termes d'éclairage. C'est aussi intéressant du coup d'avoir la possibilité de zoner l'éclairage en salle hors des services. Donc ça, globalement, c'est d'avoir des interrupteurs qui permettent d'éteindre peut-être un éclairage sur deux, une rampe sur deux en fonction de la disposition dans les restaurants. Et du coup, voilà, en dehors des services, on a quand même du personnel qui travaille en salle ou qui y passe parfois. Donc on va pas éteindre totalement, mais on peut voilà, éteindre la moitié des éclairages. Ce sera toujours ça de gagner. Donc voilà, d'avoir un peu la possibilité de le faire, c'est toujours bien. Euh, donc au niveau de l'éclairage extérieur, ça c'est assez important aussi, donc d'avoir des horloges qui permettent de piloter l'allumage et l'extinction de cet éclairage extérieur, donc tout ce qui est enseigne, tout ce qui va être éclairage en terrasse. Et donc globalement, en fonction des saisons, c'est toujours bien aussi de pouvoir l'adapter puisque, comme vous le savez, il y a des différences de coucher du coucher du soleil en fonction de la saison. Donc voilà, du coup, ça peut être intéressant disons que si on programme pour l'hiver, il ne faut pas qu'en été, ce soit allumé à 18 heures, au moment où il y aura énormément de soleil. Euh, et puis voilà. Donc globalement, c'est un peu ça l'idée. Au niveau réglementaire, il y a aussi une loi qui impose de fermer ses éclairages extérieurs après 1 heure du matin, il me semble. À vérifier, mais voilà, il y a quand même une loi là-dessus, donc c'est aussi important de pouvoir la respecter pour éviter tout ce qui est pollution lumineuse dans nos villes. Voilà. Donc sur l'éclairage, c'était à peu près tout. Et donc petit point focus sur le décret tertiaire. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, puisqu'on a déjà fait un webinaire de mon collègue François Goubet. Hein, vous pouvez retrouver le replay sur le site internet d'OID Consultant. Mais globalement, le décret tertiaire impose à tout bâtiment qui a une surface tertiaire de plus de 1000 m². Donc un restaurant, ça rentre totalement dedans. Donc tous les restaurants de plus de 1000 m² sont soumis au décret tertiaire qui impose des objectifs de réduction de consommation énergétique au bâtiment à horizon 2030, donc moins 40%, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Globalement, la deadline pour saisir dans la plateforme Internet les premières données de consommation de référence sont fin septembre. Donc, euh, donc voilà, c'est assez pressé, c'est très bientôt. Mais il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui sont un peu en retard là-dessus. Donc si vous êtes propriétaire d'un restaurant qui ne respecte pas qui n'a pas encore mis en place sa stratégie de suivi et qui n'a pas mis son année de référence sur la plateforme, ne vous inquiétez pas, vous serez certainement pas les seuls dans ce cas-là. On va parler maintenant de la diminution de consommation d'eau. Donc globalement, il y a différents postes. Donc sur l'eau, on ira quand même plus rapidement que sur l'énergie, hein. C'est quand même un poste qui, en termes financiers, est moins important dans un restaurant que les énergies, qui en termes réglementaires, pour l'instant, l'est moins aussi, mais qui le deviendra peut-être. Donc en termes de postes de consommation d'eau, on a donc déjà de la consommation en cuisine.
pour la préparation des plats. On a de la consommation pour le nettoyage des surfaces, donc que ce soit les salles ou la cuisine directement. En boisson pour les clients ou dans les sanitaires, donc dans les sanitaires que ce soit clients ou personnel, où là du coup on a une consommation aussi liée à ça. Un bon indicateur pour vous positionner par rapport à la moyenne des restaurants, ce serait 20 à 30 litres par couvert. Donc, sur votre consommation annuelle, vous pouvez calculer votre propre indicateur. Vous prenez votre consommation annuelle, votre nombre de couverts, et voilà, vous aurez votre indicateur. Ça permet un peu de pouvoir se situer par rapport à une moyenne plutôt haute, hein, quand même. Euh, l'idée, c'est que comme sur l'énergie, l'idée, c'est comme sur l'énergie d'avoir un suivi aussi fin que possible, donc avec des relevés de compteurs. Donc, surtout que bien souvent, les factures d'eau sont quand même semestrielles, donc le suivi lié aux factures est quand même assez restreint. Donc là, l'idée, c'est quand même d'essayer de relever son compteur le plus souvent possible, une fois par mois, et de temps à autre, voilà, de le relever aussi avant de partir du restaurant, quand on sait qu'il n'y aura pas de consommation d'eau, et en revenant le lendemain matin. Ou si vous avez un jour de fermeture dans la semaine aussi, ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là, pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Parce que clairement, si vous vous en rendez compte au bout d'un semestre, la fuite, elle aura eu le temps de gaspiller beaucoup d'eau et ça vous coûtera plutôt cher. Donc voilà, c'est toujours mieux de s'en rendre compte le plus tôt possible. Et donc voilà, sur l'eau comme sur l'électricité, sur le gaz, c'est possible d'avoir un suivi aussi avec des sous-compteurs télérelevés pour piloter de la manière la plus fine, toutes vos consommations d'eau à chaque poste. En termes de plonge, donc en termes de vaisselle, globalement, le plus efficace en termes de consommation d'eau, ce sera quand même par machine à laver. Néanmoins, si vous pouvez pas, par manque de place ou par manque de moyens, vous achetez une machine à laver. Pour la plonge manuelle, un bon conseil, ce serait d'avoir un bac pour ne pas travailler en eau perdue. C'est quelque chose qui se fait notamment dans certains supermarchés, dans certains restaurants qui n'ont pas de machine à laver. Euh, voilà, le fait d'avoir son bac, ça permet de ne pas laisser couler en permanence. On prévoit son bac d'eau claire et après on nettoie au fur et à mesure, on le change au milieu de la plonge ou plusieurs fois si besoin en fonction des besoins. Mais globalement, voilà, ça permet quand même de réduire un peu les consommations. Euh, et en termes de nettoyage, là, l'important, ça va être d'avoir des procédures claires, comme sur l'énergie, en fait, hein, sur les chartes d'allumage et d'extinction des équipements. Si on a une procédure claire avec des conseils donnés clairement au personnel de nettoyage, ça nous permettra d'économiser et de challenger aussi si on a un moyen de pilotage de ces consommations-là. Et globalement, une machine pour le nettoyage sera aussi plus efficace en termes de consommation d'eau que directement un jet ou, euh, ou même un jet avec une raclette ou n'importe quoi. Voilà, sur l'eau, c'était assez rapide, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins d'enjeux, selon moi en tout cas, sur l'eau que sur les énergies. Du coup, on va directement passer aux déchets. Sur les déchets, il y a différentes filières hein, dans un restaurant. Donc, les bouteilles en verre ou les contenants en verre, hein, plus globalement. Tout ce qui est huile usagée, ça, c'est quand même un poste aussi assez important de génération de déchets. Les biodéchets, ça, c'est aussi donc tout ce qui va être jeté par les clients, les épluchures, les restes de nourriture. Carton, plastique, ça, c'est tout ce qui va vous être livré sera souvent dans les cartons et du plastique, donc ça va être un poste assez important aussi. Euh, voilà, globalement, il y a aussi tout ce qui est déchets bois. Il y a donc, bien souvent dans la livraison des palettes, parfois des cagettes. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une filière de traitement à part pour ces déchets bois-là. Euh, en termes de pilotage, là aussi quelques conseils. L'idée, c'est d'avoir un document qui permet de piloter des indicateurs par filière de déchets, donc toutes celles qu'on vient de citer. L'idée, ça va être de suivre les tonnages, les coûts de traitement, de location de contenants et de collecte. Donc tout ça pour permettre de voir lequel est le plus impactant et de piloter parfois des réductions de taille de contenants qui peuvent être pas adaptés, un nombre de contenants qui peut ne pas être adapté non plus.
Euh, et donc ça, qu'est-ce qui va mettre en valeur justement ces mauvais pilotages-là, entre guillemets? C'est les indicateurs de performance. Donc la densité des contenants en kilogrammes par mètre cube. Donc là, il faut qu'on ait accès au tonnage, justement. Donc, par exemple, donc il y a des ordres de grandeur hein, qui sont facilement trouvables, qui permettent de comparer et puis même de comparer à vous-même en fait entre les différentes collectes, les différents enlèvements de contenants. Si on pilote un peu justement l'évolution de sa densité, on va pouvoir se rendre compte que parfois on a moins rempli son contenant et que du coup on n'a pas forcément besoin d'un enlèvement à ce moment-là. Ou parfois aussi ça peut être tout simplement une explication simple, hein, que à ce moment-là il y avait un déchet qui était qui prenait beaucoup de volume, qui était moins dense tout simplement que d'habitude. Et un pilotage aussi en euros par tonne qui permettra justement de mettre en valeur le fait qu'on ait peut-être trop de contenants. Par exemple, si on a 6 contenants de 5 mètres cubes, les collectes vont être facturées au contenant. Et donc, du coup, si on enlève les 6 d'un coup, on va payer plus cher que si on enlevait une grosse benne de 30 mètres cubes. Donc là, ça va être intéressant de voir ça et de pouvoir le changer. Bien sûr, après, il faut la place pour accueillir un contenant plus grand. C'est toujours moins modulable que 6 petits contenants. Mais voilà. Comme en général, c'est facturé au coût, c'est facturé au contenant, c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir les contenants les plus grands possibles, tout en gardant un juste milieu avec le coût de location qui va forcément être plus grand si on a un contenant plus grand. Et voilà, donc tout ça pour permettre de faire de l'amélioration continue sur la gestion de vos déchets et d'avoir les prix les plus compétitifs. Et plus vous les suivez, plus vous verrez les augmentations, plus vous aurez des billes aussi pour négocier avec vos prestataires. Donc du coup, c'est toujours intéressant. Quelques bonnes pratiques sur la réduction à la source des déchets et l'optimisation du tri. Donc globalement, une première chose que vous pouvez faire pour réduire à la source, ça va être de travailler avec un maximum de fournisseurs proposant la consigne. Donc ça peut se faire beaucoup sur les bouteilles en verre. Il y a quelques prestataires en fonction des régions qui le proposent. Donc ça c'est intéressant. Donc ça permet d'évacuer quasiment totalement la filière des déchets verts. Ça se fait aussi beaucoup sur tout ce qui est palettes. Donc il y a les palettes Europe entre guillemets voilà qui tournent selon livraison. Donc globalement quand on vous livre sur des palettes, vous déchargez la palette et puis derrière quand on revient pour livrer autre chose, le prestataire va reprendre les palettes et les redistribuer dans le réseau de palettes. Voilà, des cagettes aussi qui peuvent être réutilisables, consignées. Donc voilà, ça va être assez intéressant pour réduire à la source les volumes de déchets et donc les coûts associés. En termes de tri, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des poubelles intermédiaires, donc notamment en cuisine, des poubelles qui sont le mieux placées possible pour que ce soit le plus pratique pour le personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'extinction des équipements, en cuisine pendant un service, c'est parfois un peu le rush. Hein, donc, le personnel ne va pas forcément réussir à faire bien le tri s'il n'y a pas les poubelles intermédiaires qui sont placées au bon endroit. Et d'avoir aussi une signalétique claire qui permettra de s'y retrouver vraiment au mieux et d'éviter au maximum les erreurs de tri. Donc voilà, ça couplé avec une sensibilisation assez élevée, voilà, vraiment la façon d'optimiser au maximum le tri au sein d'un restaurant. Donc sur le fait aussi d'avoir des choses réutilisables, il existe des solutions de sets de table, de bocs réutilisables. Donc voilà, ça c'est assez intéressant aussi pour éviter tout ce qui est déchets papier, déchets plastiques aussi, euh, lors du service dans les restaurants. Euh, Maintenant, un petit focus sur le gaspillage alimentaire. Donc là, quelques conseils. Donc déjà, piloter les quantités de gaspillage par service. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc il faut avoir une balance globalement en cuisine ou en arrière-cuisine pour justement à chaque service peser sa masse de gaspillage, sa quantité de gaspillage alimentaire euh, et de pouvoir le piloter avec un indicateur en kilogrammes par couvert. Ça permet justement de voir un peu à quel moment on gaspille le plus, adapter les quantités de plats qui seraient préparés en avance peut-être,
Voilà, ça permet vraiment de diagnostiquer par service qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui on a plus gaspillé que d'autres jours. Donc voilà, ça, c'est intéressant. Prendre des photos aussi pour associer un chiffre qui, dans 2 semaines, sera assez flou à une situation avec du coup le contenu de la poubelle de biodéchets. Donc voilà. Et ça, c'est toujours, enfin, comme beaucoup de choses de pilotage dont j'ai parlé auparavant, donc sur l'eau et l'énergie, c'est aussi possible justement de l'avoir en connecté, en télé-relevé avec une balance connectée. Et du coup, une plateforme qui permet de monitorer un peu sa quantité de gaspillage alimentaire avec ses indicateurs de performance, etc. En termes de bonnes pratiques, aussi pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire, ça paraît aussi, ça paraît simple, hein, mais ne pas mettre automatiquement le pain et les condiments à la table. Donc bien sûr les proposer, mais si on les met pas automatiquement, ils vont peut-être ne pas être consommés. On va peut-être en jeter moins aussi du coup. Et puis même de toute façon, à partir du moment où il est sur la table, même si le client n'y touche pas, on est forcément un peu obligé de le jeter. On va pas le laisser à table pour les suivants. Donc voilà, ça peut être assez intéressant d'avoir cette bonne pratique-là. Réutiliser aussi le pain qui va pas être consommé et les parties moins nobles des légumes pour les ajouter dans certains plats. Donc avec le pain, on peut notamment faire de la chapelure. Les parties moins nobles des légumes, ça peut aussi être dans des plats, des chips, des choses comme ça. Voilà, de réutiliser au maximum en fait tout ce qui est chute pour réduire la part de gaspillage et la part de biodéchets. Euh, donc voilà, juste une petite ouverture maintenant sur les achats responsables. Euh, donc globalement, en termes d'achats responsables, on privilégiera une carte plus petite. Donc ça, c'est aussi pour réduire le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi pour permettre d'avoir une carte plus modulable. Donc une carte qui va pouvoir suivre les saisons avec des produits locaux, une part de plats végétariens, parce qu'il y a quand même de plus en plus de clients qui sont intéressés par ce genre de plat, et puis ça fait découvrir aussi de nouvelles choses aux clients. Donc ça, c'est assez intéressant et ça donne quand même une image assez jeune, dynamique, moderne au restaurant. Et aussi, du coup, après, de choisir des produits d'entretien pour le nettoyage des surfaces, nettoyage des fours, etc., les moins impactants possibles. Il y a deux écolabels dont je voulais vous parler, c'est les écolabels Écossaire et l'écolabel européen, qui permettent un peu de justement faire le tri et qui font un peu foi dans le domaine, qui permettent de faire le tri entre les différents produits qui sont proposés sur le marché. Voilà, donc c'est fini pour le webinaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la partie questions, remarques dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste revenir du coup sur le Teams. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions à les poser. Merci Laura pour votre commentaire. Oui, dis-moi Stéphane, pour ta question sur le suivi des factures et des couverts. Alors oui, évidemment. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Donc la question, si elle apparaît pas à l'enregistrement, si on sert beaucoup de couverts, on va forcément moins consommer par couvert. Donc oui, effectivement, euh, on va moins consommer par couvert puisqu'on va être plus efficace si on a beaucoup de couverts. C'est quelque chose qu'on a notamment beaucoup vu enfin, en période post-Covid avec la réouverture des restaurants.
avec des indicateurs qui étaient assez dégradés en termes de kilowattheures par couvert, de consommation d'énergie par couvert, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête et comparer aussi, voilà, en termes de saison, savoir que on va pas forcément avoir les mêmes indicateurs de suivi en été qu'en hiver, en fonction de là où est positionné le restaurant, de si c'est une zone touristique ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien avoir en tête dans le pilotage, de ne pas, entre guillemets, s'auto-flageller parce que on a eu moins de couverts ce jour-là et qu'on a été moins bon sur une consommation d'énergie ou d'eau ou même un gaspillage alimentaire. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, Mélodie, pour votre commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le webinaire, du coup. Ah, je vois que quelqu'un écrit. Oui, tout à fait, oui, les accompagnements de tout ce qui est CCI, CMA sont très intéressants. Généralement, il y a justement mon collègue Louis Dupont en parlait dans son webinaire hein, de tous les accompagnements, toutes les aides qui peuvent exister pour la mise en place de ces solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y référer. Il y a, comme j'ai dit, il y a le replay sur notre site internet. N'hésitez pas à vous y référer si vous voulez des infos là-dessus. Euh, Moi, le but, c'était vraiment d'avoir une approche terrain, de conseils, de bonnes pratiques à appliquer dans les restaurants. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent plus tard. Si vous avez aussi voilà, des questions sur des conseils, d'autres conseils que j'aurais pas évoqués, voilà, n'hésitez pas, je suis tout à fait ouvert à cela. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.